Allez, on est parti pour la deuxième période de la grande team. On passe un super moment du lundi au vendredi de 20h30 à 22h sur la 3. Et évidemment, on parle de toute l'actualité sportive. Et dans un instant, eh bien, on va parler du match amical Japon-Côte d'Ivoire. Mais avant cela, eh ben oui, vous avez remarqué sur le plateau de nouvelles têtes, de nouveaux joueurs, de nouveaux sportifs, hein, n'est-ce pas, messieurs? Roger Stéphane et Jean-Philippe, vous allez bien? Super bien. Qui est le plus sportif des deux? Ah, je me suis toujours posé la question. Non. Hein? Je pratique les sports non violents. Ah, d'accord. Bon, ça a été la journée? Ça va très bien. Ok, vous avez suivi le match hein, des éléphants. Bien évidemment. Ouais. Ah, ce match-là, il y a beaucoup à dire là-dessus. Hein? Mais- On commence à avoir un peu peur, mais bon, ce sont nos éléphants, on les connaît, ils ont une capacité à rebondir quand on ne les attend pas. Ouais. Ça a été un match un peu difficile quand même face à une très bonne équipe du Japon. Mais enfin bref, on verra bien la suite des événements. Mais attention, attention à Boumel, attention Boumel, attention Boumel. Et bien voilà, Voilà. ça c'était le mot de Roger Stéphane. Allez, on va accueillir tout de suite notre invité de ce soir. Il est commissaire de justice et adjoint au maire de la commune de Mans. Sa passion pour le sport l'a conduit à la tête de la Fédération ivoirienne de petit poteau. Il préside également la Confédération africaine de cette discipline sportive et le bureau provisoire chargé de l'implantation du petit poteau international. Maître Fofana Inza est l'invité de la grande team. Bonsoir maître, Bonsoir, comment allez-vous? je vais bien. Bon, ben, on est content de vous recevoir sur le plateau de la grande team. Alors on va parler justement de la Fédération ivoirienne de petit poteau. Elle est née quand cette fédération? Bien, merci. La Fédération ivoirienne de petits poteaux est née le 8 juillet 2017 à Abidjan, ici. C'est suite à une assemblée à laquelle le ministère, tous les acteurs du sport ont participé. Et c'est suite à cette assemblée que nous avons été choisis comme président. Et c'est ainsi que nous dirigeons cette destinée. D'accord. Comment vous êtes arrivé à la tête justement de cette fédération? Et comment vous avez découvert ce sport finalement, tout simplement? Il est ivoirien ce sport. Tout Ivoirien, tout homme qui vit en Côte d'Ivoire sait de quoi il s'agit. Le petit poteau, c'est en quelque sorte l'identité même sportive ivoirienne. Et c'est quelque chose que nous vivons ici en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle nous, qui sommes ivoiriens, qui avons grandi ici avec cette discipline et qui avons vu que cette discipline pas du tout organisée, raison pour laquelle on s'est dit pourquoi pas l'organiser. C'est-à-dire que quand on regarde le Maracana, qui est un vrai produit ivoirien aussi, on sent une certaine visibilité par rapport au Maracana, on voit beaucoup. Mais par rapport au petit poteau, on n'a pas vraiment une bonne visibilité de la Fédération ivoirienne de petit poteau. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu? On a 3 ans. On vient de naître. Ben, c'est vrai que nous sommes âgés, mais on vient de naître. Et puis, si vous voyez, le petit poteau, il est tellement pratiqué en Côte d'Ivoire qu'il fallait qu'on s'organise. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous n'avons que 3 ans et dès l'entame de cette organisation, nous sommes aujourd'hui à 3 compétitions nationales. Ça veut dire que la chose existe, la matière existe, mais il faut la travailler. C'est dans ce cadre que nous sommes. Aujourd'hui, au niveau du petit poteau, il y a quand même des grandes compétitions de vacances qui ont une renommée très élevée. Est-ce que la fédération a un partenariat avec des tournois comme le Zébier, ce genre de compétitions qui sont organisées en vacances et qui ont pignon sur rue? Oui, disons qu'en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de grands tournois. Vous allez à Daloa, à Mans, à Yopougon, à Port-Boué, il en existe de très grands tournois, même à Bassam. Nous ne collaborons qu'avec les tournois que nous allons juger sérieux. Il y a une équipe qui est en train de faire un travail actuellement, qui recense les meilleurs tournois, et ces tournois seront transformés en Open. Et ces Open, disons des tournois internationaux. Nous ferons venir des équipes de certaines nations pour que ces tournois soient des tournois internationaux. Mais quels sont les critères qui vous permettront de savoir si ce sont des tournois sérieux? Bon, pas de bagarre. D'abord, parce que le petit poteau rime aujourd'hui à la bagarre en Côte d'Ivoire. On veut
des participants qui adhèrent à la fédération. On ne peut pas soutenir quelqu'un qui n'adhère pas à une fédération, qui n'est pas licencié, qui n'a pas d'assurance. Et on veut aussi voir comment est-ce que c'est organisé. Il ne suffit pas d'avoir un attroupement pour qu'on vous prenne en charge, non. Et tout cela, ils vont bénéficier de quoi finalement? Ben, c'est à la suite de cela qu'on verra ensemble. Nous-mêmes, nous ne bénéficions de rien. Alors, on a 3 ans, on n'a pas la parafiscalité, on n'a pas de subvention, mais on donne fort. Donc, on veut les voir l'épreuve pour voir à quoi ils ressemblent. Parce qu'aujourd'hui, dans toute discipline, pour pouvoir être pris en compte, il faudrait être sérieux dans ce que vous faites. Alors, à l'instant, Jean-Philippe a évoqué un tournoi, notamment le Zébier. Et derrière, dans vos réponses, vous avez dit qu'il faudrait être sérieux dans l'organisation. Il ne faudrait pas qu'il y ait de bagarres. Est-ce que déjà, avec ce tournoi dont Jean-Philippe a donné le nom, le Zébier, est-ce que vous avez tenté de rentrer en contact avec les organisateurs? Et si oui, qu'est-ce qui est sorti de votre rencontre avec Saint-Denis? Non, nous avons une dimension nationale. Le Zébier, c'est un tournoi. À Bassam, il existe des tournois semblables aux Zébiers. À Daloa, il en existe. À Mankono, partout, il en existe. Donc, on ne peut pas se focaliser sur les Zébiers. C'est un tournoi comme tout autre. Mais ce que nous faisons, nous recensons tous les bons tournois et nous allons choisir parmi ces tournois quelques-uns. Donc, par exemple, le Zébier n'en fait pas partie des bons tournois selon vous? C'est vous qui le dites. Non, selon vos critères. Puisque vous avez évoqué le recensement de tous les bons tournois, et on a pris un cas spécifique qui est par exemple le Zébier, donc vous n'en faites pas cas. Est-ce que, selon vos critères, le Zébier n'en fait pas partie aujourd'hui? Non, ne me ramenez pas en arrière. Non, je ne vous ramène pas en arrière. Le Zébier, je suis président d'une fédération et non président d'un tournoi. Voilà, je ne suis pas président d'un groupe, je suis président d'une fédération. Nous, on fédère. Le Zébier, c'est un club, un groupe qui organise un tournoi à un moment donné. Ce n'est pas le seul tournoi à Yopougon. Si le Zébier attire tant de monde, ben on s'intéresse au Zébier, on voit dans quelle mesure on peut travailler. Nous, on veut recenser le tournoi. Président. Non, on va avancer parce qu'on a beaucoup de choses dont on doit parler avec le président de la fédération. Juste rapidement, hein, aujourd'hui, pour clore les généralités autour de la fédération, combien de membres actifs aujourd'hui dans la fédération? On a 10 800 licenciés, 20 ligas en Côte d'Ivoire. Oui. Nous sommes implantés à travers toute la Côte d'Ivoire. Oui, d'accord. Et quelle mission est-ce que cette fédération s'est assignée? Ben, on doit comprendre qu'aujourd'hui, la jeunesse miroite beaucoup le petit poteau. Et le petit poteau, c'est la discipline la plus pratiquée, la plus populaire en Côte d'Ivoire. Nous avons environ 2 millions de spectateurs par semaine. Aucune discipline en Côte d'Ivoire ne peut égaler en matière de popularité le petit poteau. Quelle que soit la discipline en Côte d'Ivoire, vous pratiquez dans le même quartier, le petit poteau ici, et une autre discipline, vous verrez tout de suite l'affluence du petit poteau. Donc, voyant le monde qui est autour de cette discipline, il faut l'organiser. Il faut aider cette jeunesse à tirer profit de cette discipline. C'est ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, nous venons ici pour passer aussi ce message, pour que les gens comprennent que cette discipline ivoirienne doit être bien vendue, afin que la jeunesse qui la pratique là, cette jeunesse-là, puisse tirer profit de ce sport. D'accord, très bien. Allez, vous avez vu, le président de la Fédération ivoirienne de petit poteau est sur le plateau de la Grande Team. Profitez de son passage pour lui poser un maximum de questions. Tout ce que vous voulez savoir sur la fédération, sur le sport en lui-même, sur les petits poteaux évidemment, vous allez sur la page Facebook de la 3 et on se fera un plaisir d'être votre relais ici en direct. Allez, on va passer à l'actu de ce soir. Bon, Maître Inza Fofana, vous suivez un petit peu l'actualité, vous suivez le football évidemment, enfin je suppose. Ouais. Vous savez que aujourd'hui, donc, la Côte d'Ivoire a affronté le Japon en match amical. Alors, que s'est-il passé durant ce match, Henri Jo?
Alors après sa première à la tête des éléphants, soldé par nul 1-1 avec une équipe remaniée de la Belgique, Patrice Baumel était à son deuxième match, cette fois-ci face au Japon. C'est vrai, au niveau du système, ça n'a pas changé, mais les hommes, quelques choix ont changé, notamment les entrées de Djouma Saïd et Javino en attaque pour accompagner Nicolas Pepe. Au milieu de terrain, Maïga a remplacé Seredi. En défense, Odilon Kosonou est rentré à la place Ismaël Traoré. Et puis le seul fait notable de la première partie, c'est le remplacement à la 38e minute de Djouma Saïd par Christian Kwame. Et puis en seconde période, on aura, je dirais, 4 minutes après le coup d'envoi de la seconde période, après une bonne séquence des Ivoiriens, la conclusion de Franck Kessié, on verra l'action. Voilà, la conclusion de Franck Kessié n'est pas à la hauteur de la construction même de l'action. La frappe du joueur du Milan AC va passer au-dessus des buts japonais. Alors, la réaction des Nippons à la 57e minute avec une double parade de Sylvain Gbagbo qui sauve les éléphants sur une frappe de Daichi. Voilà, on va revoir l'action. Les Japonais qui vont inquiéter la défense de la Côte d'Ivoire. À 20 minutes de la fin du terme de la rencontre, une nouvelle occasion des Japonais qui manquent l'ouverture du score. Et on dira que les Ivoiriens n'avaient fait que retarder l'échéance puisqu'à la 90e minute, dans les derniers instants du match, Naomi Ueda qui reprend de la tête un centre de Gaku Shibazaki et trompe Sylvain Gbagbo pour le but japonais. Voilà, sur ce centre, la défense ivoirienne a oublié le joueur japonais dans le dos. Et ils vont réussir à inscrire ce but-là. Le score, quant à lui, ne change pas. Et Baumel enregistre sa première défaite à la tête des éléphants. D'accord. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé les éléphants lors de ce match? Bon, j'avoue qu'ils ne m'ont pas séduit encore, les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas été meilleurs que la première fois. D'abord, le même système, le fameux 3-4-3, qui est en fait ce fameux 3-5-2 dont tout le monde parle. Et puis, quelques changements. Il y en a eu 4 au total, et Henri Jouet les a évoqués tout à l'heure. Mais tout ça avec les mêmes lacunes. D'abord, les placements défensifs. Un gros boulevard dans le couloir gauche des éléphants de Côte d'Ivoire. Un problème de coordination entre Maxwell Cornet, qui est piston dans le couloir, et le jeune Sinali. Les éléphants ont eu quelques difficultés sur ce côté-ci pendant 23 minutes. Les 23 premières minutes, les Japonais ont pilonné le côté gauche des éléphants de Côte d'Ivoire. Il n'était pas très bon. Ensuite, quelques difficultés également dans l'axe avec Bailly et Odilon. C'était une paire, une association un peu inédite dans cette défense des éléphants. Et puis aussi l'animation offensive. On n'a vraiment pas de meneur de jeu dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire qui organise, qui construit, qui passe, qui donne le ton, qui donne le mouvement. Il n'y a pas ce chef d'orchestre dans cette équipe des éléphants et ça a été difficile. Et puis derrière, dans l'ensemble, il y a un gros manque de collectif. On ne sent pas qu'il y a cette liaison entre défense, milieu, attaque, cette osmose, ces combinaisons-là. On ne voit pas ça avec les éléphants, donc j'avoue que ce deuxième match-là, une fois de plus encore, les éléphants m'ont un peu déçu par rapport à ce qu'il y a eu face à l'équipe du Japon. Bien, il faut regarder déjà au niveau de la préparation les statistiques générales de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. En 180 minutes, nous sommes créés très peu d'occasions. Nous avons inscrit un seul but et c'était sur pénalty. Ça veut dire que déjà, on a un gros souci au niveau de la ligne offensive. L'entraîneur a fait appel à Djouma Saïd parce qu'il avait constaté un déficit en termes de 9. Cette position 9 naturelle, ce joueur qui allait pouvoir attirer les défenseurs, jouer en pivot, réussir à permettre aux ailiers de pouvoir rentrer dans la surface de réparation, créer le danger, multiplier les occasions. Cela n'a pas marché. On a eu lors du premier match une attaque assez inédite formée par Max Gradel, Wilfried Zaha et Nicolas Pepe. On a vu que tout simplement celui qui était préposé à jouer le rôle de 9 en la personne de Wilfried Zaha se retrouvait très souvent excentré et Max Alain Gradel est venu compléter le milieu de terrain pour jouer en 10, un poste qui tout simplement dont il n'est pas spécialiste. Un spécialiste. Voilà, il n'a pas le naturel de ce poste et là il a fait rentrer Djouma Saïd pour effectivement apporter cette profondeur à l'attaque. Alors, Djouma Saïd qui est remplacé à la 38e minute, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, sincèrement, je n'ai vraiment pas compris ce changement de Baumel. Le joueur, il est à sa première sélection, il joue son premier match, sa première titularisation avec les éléphants. Nous sommes à la 38e minute, il le fait sortir.
il n'a pas signifié de bobo au staff médical. En tout cas, pour ce qu'on a vu, il n'a pas signifié de bobo. Et il est sorti avec, je dirais, il est sorti sur ses 2 ans, mais sans civière, tout et tout. Donc, moi, je n'ai vraiment pas compris cette manière de faire du côté de Baumel, parce qu'il ne restait que 7 minutes à jouer pour rejoindre, je dirais, les vestiaires. Il aurait pu attendre les 7 minutes pour le remplacer, mais bon, voilà, il a décidé de le faire. Lui seul, c'est pourquoi il l'a fait. C'est un match de préparation. Dans un match de préparation, chaque minute compte. Et quand l'entraîneur vous donne une opportunité de prouver ce dont vous êtes capable, même si c'est 2 ou 3 minutes, il faut vous y donner à fond. Et je pense que Juma Saïd, 38 minutes, c'est beaucoup. Je n'ai pas dit que c'est beaucoup pour lui. Je ne suis pas en train de juger également le remplacement de Baumel. Vous pensez qu'il ne s'est pas donné à fond, là, dans ces 38 minutes? Il a essayé. C'était un sport collectif. Il a essayé. Il a désonné énormément. Oui. Il n'a pas été énormément servi. Mais moi aussi, j'ai remarqué qu'il a eu un souci de placement parce qu'il était assez timide sur le front de l'attaque. Voilà. Il y a eu des actions de jeu en phase offensive où, tout simplement, il n'arrivait pas à se défaire de son garde du corps. Et dans de telles circonstances, s'il n'y a pas tout simplement les automatismes avec vos coéquipiers, il n'y a pas cette confiance qui peut les emmener à vouloir jouer avec vous lorsque vous êtes marqué. Oui, mais il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que sa contre-performance, finalement, n'est pas à l'image de celle de tout le groupe? Vous parlez de contre-performance, moi je ne parlerai pas de contre-performance. Aujourd'hui, tout de suite, quand il a parlé de dézoner. On dézone pourquoi? Parce qu'on ne gagne pas de ballon là où on est situé, au niveau du front, sur le front de l'attaque. Donc il est obligé de descendre pour chercher à toucher le ballon. Le bon placement, si vous permettez, également d'offrir des solutions. Maintenant, le bon placement, quand il a le bon placement et que les ballons n'arrivent pas, qu'est-ce qu'il fait? Parce que dans le milieu, on a un 3-4-3. Normalement, les deux milieux de terrain qui sont censés donner les ballons aux attaquants, distribuer les ballons, ils ne le font pas. Maïga est dans le rôle défensif, mais derrière Kessié garde en moyenne, je dirais, près de 30 secondes le ballon avant de le lâcher. Quand c'est comme cela, ça ne fonctionne pas. Les ailiers, Pépé et Gervinho ont joué pour eux. Ils n'ont pas fait de... Ils n'ont pas servi Juma Saïd. Ils n'ont donné aucun ballon. Est-ce que vous pouvez me laisser finir? Maintenant, avec sa taille, avec sa forme, j'aurais aimé au moins voir 2 ou 3 centres où le joueur aurait manqué. Il n'y a pas de souci. Là, on fait un procès, il n'y a pas de souci. Mais il n'a reçu aucun ballon. On vous a compris. On vous a compris. C'est-à-dire que si on focalise le débat sur Juma Saïd, on risque de ne pas régler le problème des éléphants de Côte. Non, c'est pas ça. Parce qu'à la vérité, la seule erreur qui a été faite sur lui, je pense que Baumel n'aurait pas dû le classer en début de match. Il aurait dû jouer Christian Kwame, qui avait déjà des repères par rapport au premier match, et puis jouer peut-être Juma Saïd sur la fin du match, pour pouvoir le mettre dans le bain. Trop tôt, il joue le début du match. Ça n'a pas été facile pour lui, à l'image d'ailleurs de l'ensemble de l'équipe, qui sur la première période n'a pas été très très bonne. Donc on va pas peut-être que Baumel voulait tout simplement le voir aussi dans cette configuration. Oui, mais parce que le danger est celui-là, c'est qu'en 38 minutes, un joueur qui est un attaquant de ce type, qui a un jeu varié, est capable de montrer de belles choses. Les belles choses, c'est quoi, par exemple? S'il ne reçoit pas beaucoup de ballons en profondeur, comme c'est le cas avec les 2 ailiers, c'est qu'il lui convient parfaitement, on peut le voir dans une position de pivot, de déviation, de remise de balle. Mais ça, on n'a pas vu avec lui. Donc, ça montre que le garçon est un peu limité. Il n'attendait que l'appui des 2 ailiers qui ne sont pas toujours venus, et donc ça donne le résultat. Mais à mon avis, Baumel aurait pu le mettre en fin de match. Ça aurait été plus intéressant que de le griller, parce qu'on a le sentiment que si on ne fait pas attention, le garçon pourrait être grillé. C'est ce qu'on a vu sur ces 38 minutes. Parce qu'à la vérité, ce n'était pas en sa faveur. Mais oui, je pense que par moment, même en 10 minutes, 15 minutes, un garçon qui a du potentiel est capable de montrer de très belles choses. Allez, rapidement. Moi, je pense qu'on est au niveau international. Au niveau international, chaque minute de jeu compte. Absolument. Et il ne faudrait pas trouver des circonstances atténuantes aujourd'hui à Juma Saïd en estimant que sa mauvaise prestation est liée au fait que les ailiers ne lui apportent pas le ballon, que les milieux ne lui apportent pas le ballon. Écoutez, lequel des attaquants de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a eu un milieu de terrain assez performant, je dirais, depuis même le départ de Yaya Touré. Tous ceux qui ont joué ce poste se sont débrouillés. Je parlais de Jonathan Kodja, je parlais de Wilfried Bony. Le résultat, c'est qu'ils ont fait quand même de belles prestations. Ils ont marqué des buts. On s'est retrouvés souvent, comme on appelle dans des compétitions avec eux. Aujourd'hui, vous plaignez de la prestation de Juma Saïd en disant que non, Gervinho ne lui a pas donné le ballon, tel jeune ne lui a pas donné le ballon. Gervinho ne donne jamais le ballon. Quand il a le ballon, Gervinho, c'est un soliste. Et ça, on le sait toujours. C'est quand il en fait le course, quand il en fait le course, qu'il cherche la solution. On a toujours reposé ça à Yao Kwasi Gervais et ça n'a pas changé. Pourtant, Didier Drogba a marqué beaucoup de buts avec Yao Kwasi Gervais. Si Juma Saïd n'a pas tout simplement performé aujourd'hui,
il faut mettre le compte sur le fait qu'il est nouveau en équipe nationale. Peut-être qu'il aura une autre opportunité, mais il ne faudrait pas dire forcément c'est la faute aux autres, parce qu'il a également sa part de responsabilité. D'accord, très bien. Merci. On va se calmer, on va redescendre un tout petit peu en pression, parce que ce n'est que du football, finalement. C'était un match amical, donc on n'a pas perdu la finale de la Coupe du Monde. On se calme. Alors, c'était quand même le dernier match avant la double confrontation contre Madagascar le mois prochain. À votre avis, est-ce que Baumel doit faire confiance, au même groupe, ou bien essayer de nouvelles choses, finalement, et essayer de faire tourner un peu l'effectif? Il y aura forcément des améliorations, parce que déjà, je pense que c'est un homme intelligent. Il a dû détecter le mal de cette équipe nationale, et nous sommes pratiquement unanimes ici. Problème de milieu de terrain au niveau de l'organisation du jeu, problème de 6 pouvant jouer le box-to-box, une tâche qui est normalement dévouée à Franck Kessié, qui malheureusement depuis un certain temps évolue un peu comme un sénateur, parce qu'on sait qu'il a les capacités de pouvoir remplacer un Yaya Touré dans l'axe médian, mais il ne se projette pas suffisamment comme le fait du côté du Milan AC. Donc je pense que ce sont les deux problèmes fondamentaux. Pour moi, le problème de 9, ce n'est pas un problème véritablement, fondamental pour l'équipe nationale. Il suffit que l'équipe ait ce joueur qui va permettre de réguler le tempo, permettre au bloc d'avancer, créer beaucoup d'opportunités pour mettre le 9 dans d'excellentes conditions. Tant qu'on n'aura pas trouvé cela, que ce soit Juma Saïd, que ce soit Kodja, même si Dédroba décide de rechausser les crampons pour venir sur un terrain, il n'arrivera pas à marquer les buts. D'accord, très bien. Bon, allez, on va revenir au petit poteau. Mais il y a tellement de quoi dire sur ce match-là. Oui, merci. Arrêtez de nous fêter, Roger Stéphane, merci. Allez, on continue, on revient au petit poteau avec notre invité, le président de la fédération ivoirienne de petit poteau, Maître Fofana Inza. Alors, on le disait tout à l'heure, la fédération est peu connue. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour remédier à cela? Merci. Aujourd'hui, nous avons un challenge qui est la communication d'abord. Parce qu'on n'a pas mis la communication au devant des choses. Il fallait qu'on ait certaines assises. C'est ce que nous avons fait dans l'immédiat. Et nous passons maintenant à la seconde phase qui est la communication. Le petit poteau, de façon interne, est connu, mais il faudrait qu'on puisse bien l'exporter. Mieux vendre l'image de ce petit poteau. C'est la raison pour laquelle nous sommes à cette tribune, pour qu'on puisse se parler, et on s'appuie sur vous, sur vous les spécialistes de la communication, pour que nos jeunes soient mieux vendus. Voilà. D'accord. Mais avant de penser à s'exporter à l'international, on va parler du plan local, du plan national. Est-ce qu'il y a au moins un championnat national? Bien, nous avons un championnat. Nous sommes à notre 3e championnat. Le premier championnat, il était à Korogo. Du 22 au 23 décembre, nous avons accueilli 16 régions. Je dis bien 16 régions. Les gagnants de toutes les régions étaient présents autant pour moi. Et le vainqueur a été Bundiali. Le second, c'était en 2019. On n'a pas pu faire en 2018, mais on a fait ça en février 2019. Korogo a gagné, Amman. Korogo a gagné. Il y avait encore 16 régions. Le tout dernier, on l'a fait à Dimoko, au mois de février. Et Man a remporté. Et nous, dans notre politique de vulgarisation du petit poteau, nous avons un championnat féminin que nous avons initié. Au-delà du championnat féminin, nous avons une discipline particulière qui attire assez de monde, qu'on appelle le pénalty direct, mais dans le jargon ivoirien, on dit pénalty gaou. Donc aujourd'hui, ça marche. C'est ce que nous essayons de travailler, de façonner pour que le peuple se sente mieux concerné. Mais Président, c'est très bien ce que vous faites là par rapport à l'intérieur du pays. Korogo, Man, Bundiali, c'est bien ça. Oui. Et puis l'initiative avec les femmes. Mais le sentiment que j'ai, c'est que on n'a pas de retour, on n'a pas d'information. Et si on vous compare aux promoteurs, bon, c'est un peu méchant, mais c'est pour comprendre, on a le sentiment que les promoteurs sont un peu plus actifs que vous, parce qu'on n'a plus d'informations concernant les petits tournois de quartier de façon sectaire que la fédération même qui régente toutes ces activités-là. C'est un sentiment que j'ai. Bon, les promoteurs... La plupart des promoteurs ont au moins 15 ans d'exercice. Oh, d'accord. Au moins. C'est juste. Au moins 15 ans. Bon, il parlait du Zébier. Le Zébier a près de 30 ans. 29 ans, exactement. 29 ans. Ben, nous n'avons que 3 ans. Il faut fédérer tout cet ensemble pour être fort. C'est ce que nous sommes en train de faire. Très bien. Alors, le président,
vous avez parlé de l'ancienneté de certains tournois et vous voulez organiser, je dirais, ce petit poteau-là. Pourquoi ne pas vous appuyer sur ces différents tournois-là qui ont déjà un vécu pour mieux organiser la fédération? Non, nous n'organisons pas de tournoi. Non, je dis... C'est un répondre. un championnat national où les villes viennent compétir. Très bien. Or là, ce sont des quartiers qui viennent compétir, par exemple, à Bassam, à Daloa. Ce sont les quartiers de Daloa qui compétissent. Ici, on parle de Daloa contre Yopougon, Yopougon contre Abengourou et autres. C'est différent, le contexte il est carrément différent. Nous accueillons des villes. On les reçoit, par exemple, à Dimokro. Toutes les équipes qui sont venues ont été prises en charge par le président et son équipe. Et tout ce qui a été fait, le transport, tout cet ensemble, nous apportons un plus à la chose. C'est différent de ceux qui appellent les groupes de personnes, venez compétir, payer 20 000. Attends, ça, on a bien compris. En fait, l'organisation est juste plus grande avec la fédération. Tout à fait. Nous n'avons rien à voir avec les organisations de quartier. Ça dit que si on a bien compris, un tournoi comme le Tchétchèn ne peut pas participer au championnat national. C'est Yopougon, Adjamé, Abobo, Dimbokro, Daoukro et autres qui peuvent participer au championnat national. Tout à fait. Ah, d'accord. Le Tchétchèn, c'est un ensemble d'équipes de quartier. Le Tchétchèn même travaille avec la fédération. D'accord. Voilà, le Tchétchèn, nous collaborons. Ils nous ont approchés, ils ont voulu qu'on travaille ensemble aujourd'hui. Nous, on soutient le Tchétchèn et on leur apporte tout ce qu'il faut comme expertise. Et on travaille aussi avec un tournoi à Bassam. Au fur et à mesure, nous évoluons. Parce que nous soutenons les tournois de quartier. Ceux qui veulent bien qu'on les soutienne, on va les soutenir. Et à un certain moment, nous allons faire un choix. Et justement, il nous est revenu que certains tournois de quartier s'organisent sous votre égide. Vous confirmez ou pas? Tout à fait. Le Tchétchèn, nous avons soutenu... Il y a beaucoup de Tchétchèns. On parle du Tchétchèn. Yangon? Il y a un tournoi je sais pas, quartier, ils vont même jusqu'à dans les villes. C'est le Tchétchèn. On les soutient. Le tournoi de Bassam, qui est celui d'un professionnel, un footballeur professionnel, mais on les soutient, on les encadre. Quand on nous appelle, on fait venir la presse, tout cet ensemble-là. On les encadre, c'est comme ça. Jean-Philippe. Président, vous avez tout à l'heure, je ne dirais pas comparé, mais vous avez expliqué que ces tournois historiques qui ont été évoqués il y a de cela quelques instants ont une longévité qui leur permet tout simplement d'avoir cette notoriété. Donc, moi, j'aimerais ramener la question à vous qui êtes à la tête de la fédération, pas vous personnellement, mais votre bureau. Quel est le vécu du président? Quelle grande compétition avez-vous organisée auparavant au niveau de cette compétition qui est le petit poteau? Quelle est votre expérience en fait dans la chose? Bon, merci. Il ne suffit pas d'organiser une grande compétition pour être un homme de vision. Je vais vous dire quelque chose. Ne comparez pas les tournois de quartier à la fédération. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes d'accord avec vous. Voilà, nous sommes une fédération, nous fédérons. On appelle tout cet ensemble pour travailler. À Korogo, par exemple, il y a près de 10 tournois qui ont pratiquement la même ossature que le Zébier. À Oumé, ça existe. À Gagnoa, il y a de très grands tournois. À Man, bien sûr. Mais nous, on ne va pas rester en train de courir derrière les petits tournois. Oh, non, quand même. Non, Président, ce n'est pas ma question. Je demande, vous et les membres de votre bureau, quel est votre vécu dans l'organisation des compétitions de Maracana, ou bien vous avez commencé avec votre championnat? Nous, c'est le petit poteau. Petit poteau. Vous avez commencé donc l'organisation en même temps que votre championnat. Vous n'avez pas un vécu auparavant avant de décider de fédérer? Reconnaissant que moi-même, je suis comment on appelle, un homme du peuple, je travaille beaucoup dans ce sens-là. J'ai organisé plusieurs tournois, j'en ai fait beaucoup. Depuis le bas âge, depuis mon parcours de Bondoukou, en passant par Bongouanou, faisant l'acotage, j'ai toujours organisé des tournois et c'est dans ça que j'ai grandi. Raison pour laquelle je me rends compte aujourd'hui que ce n'est pas organisé. Voilà. D'accord. Merci. Allez, on va parler des prochaines échéances, des prochains tournois. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez? D'accord, merci. Nous avons les championnats de zone. On a décidé de faire en zone. La zone nord, la zone sud. Il y aura la première zone le 7 novembre à Boaké, qui va regrouper
toutes les équipes qui seront proches de Bouaké et la zone sud, toutes les équipes qui seront proches de Yamoussoukro, le 14 novembre. Et de ces deux zones sortiront sortiront deux équipes et lesquelles équipes se confronteront le 5 décembre pour la finale nationale. Et en prélude de cette finale nationale, nous allons honorer toutes les légendes du petit poteau. Voyez-vous, le petit poteau, il y a quand même de grands noms qui ont existé, tels que les Péléguéré, ils sont nombreux, Momo de Church, ils sont nombreux. Vraiment, ces gens qui ont aujourd'hui fait du petit poteau ce qu'il est, nous allons les honorer, nous allons les célébrer, nous allons les fêter juste avant la finale, pour que cela soit quelque chose de très fort. Parce qu'aujourd'hui, dans les quartiers, certains jeunes ne jurent que par ces gens qui ont harangué ce grand monde. On connaît des gens comme les Kader Keïta, qui ont fait les beaux jours à Gagnoa. Ils sont nombreux. Donc nous sommes en train de les recenser. Nous n'allons prendre que 50 personnes. Les 50 meilleurs seront décorés par la fédération. D'accord. Allez, on n'a pas fini de parler avec vous et de découvrir, en tout cas, toutes les activités de la Fédération ivoirienne de petits poteaux. Pour l'instant, on va continuer avec ce match amical entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. Oui, on parle évidemment des U23, puisque cet après-midi également, la sélection olympique de la Côte d'Ivoire a affronté son homologue de l'Arabie Saoudite. Un match qui s'est soldé par un joli 0-0. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce match, vous qui l'avez regardé, messieurs? Bien, c'est une bonne reprise, en mon sens, que c'était une équipe nationale assez expérimentale. On sait qu'elle est différente de celle qui a participé à la Coupe d'Afrique des U23. Il n'y avait pas des internationaux. Je pense que le contexte peut expliquer cette non-sélection de ces derniers. Voilà. Les garçons sont bien débrouillés. Quand on sait déjà même que les locaux ont arrêté la compétition, je crois, depuis le mois d'avril. Avril 2020. Ce n'était pas du tout donné face à une équipe de l'Arabie Saoudite qui est quand même constellé de joueurs qui évoluent à un très bon niveau. Le championnat saoudien est quand même d'un excellent niveau. Nos garçons sont bien débrouillés. Ils ont su vendre fièrement la couleur nationale. La peau, oui, ça fait partie des grands championnats. Ouais, je crois que c'est un bon résultat. C'est un bon résultat. Ouais, c'est vraiment un bon résultat. C'est d'un riche, en fait, qui m'a fait réagir. Voilà. Oui, je pense que c'est un bon résultat. Quand on sait tout ce qui a accompagné la préparation de cette équipe-là par rapport à cette invitation, c'est une invitation régulière de l'Arabie Saoudite par rapport à nos équipes de jeunes pour un match amical, essentiellement des joueurs locaux qui d'ailleurs, comme dit Philippe, n'ont pas joué au football il y a longtemps. Donc, sur ce coup-ci, les Gbé Jean Jaurès, les Ricky Hans, les Dako Edgar se sont un peu débrouillés pour envoyer ce résultat-là. Ben, c'est un bon résultat. C'est à croire que si on met plus de travail à préparer ces jeunes gens, qui d'ailleurs sont en train de se préparer pour le tournoi UFOAB qui arrive très bientôt, je pense que Swallow Dara a réalisé un très bon résultat avec tous ces joueurs locaux qui sont allés participer à ce match amical. Et finalement, quand on a en ligne de mire les JO, c'est vrai que c'est intéressant quand même que les U23 puissent quand même... Surtout, ça donne un bon vivier. Exactement, qu'ils puissent quand même jouer des matchs amicaux. C'est une exactement. Sur ce sujet, par exemple, ce n'est pas les Olympiques, c'est les Olympiques, logiquement, qui devaient disputer le match. Mais Swallow Dara s'est appuyé sur des joueurs locaux. Les joueurs locaux, les U20, il a intégré quelques U23. Il a privilégié les joueurs locaux parce que, comme je l'ai dit, il y a le tirage UFOAB, je crois en novembre, il y a une compétition. Donc, comme les Jeux Olympiques ont été reportés, ce coup-ci, ce n'est pas les Olympiques qui sont allés jouer, ce sont les joueurs locaux parce qu'en ligne de mire, il y a le tournoi UFOAB avec le tirage au sort qui arrive très bientôt. Donc, l'entraîneur, intelligemment, a privilégié les joueurs locaux par rapport à ce match amical face à l'Arabie Saoudite. Monsieur Roger Stéphane, tous ceux qui sont en dessous de 23 ans sont des espoirs, sont des U23. Voilà. Allez, cependant, c'est vrai qu'il y a eu très peu d'informations qui ont filtré sur ce match, ni même, je veux dire, la composition, les joueurs qui ont été convoqués. Comment ça se fait qu'on ait eu très très peu d'informations? La fédération a d'autres soucis. Non, c'est aussi clair que ça, ils ont d'autres soucis. C'est exact. C'est-à-dire que sur ce match amical, mais c'est un match important quand même, qui régulièrement arrive entre les deux nations sur cette catégorie de jeunes. Mais il n'y a aucune communication de la fédération sur ce match. Les sélectionnés, et la préparation, et le voyage,
On n'a absolument rien entendu. Tout ce qu'on a eu, ce sont les explications sur le choix de l'entraîneur qui a privilégié les joueurs locaux par rapport au tournoi UFOAB qui vient très bientôt. Et donc, le 13 va se faire à Abidjan très bientôt. Et qui, sur ce coup-ci, a sacrifié un peu nos Olympiques parce que les Jeux Olympiques sont reportés. Bon, c'est un argument qui peut tenir, mais il faut communiquer là-dessus. Il faut communiquer là-dessus pour informer les gens, les Ivoiriens, sur ce qui se fait quand même autour de leur équipe nationale. Ouais, même moi je dirais que même sur le match de la sélection A, ce fut pareil pratiquement parce qu'au début on nous a dit Côte d'Ivoire-Nigeria, personne n'a communiqué dessus. C'est sur le site de la Fédération belge de football qu'on a vu qu'on jouait contre les Belges. Voilà, donc dans ces 2 temps, la Fédération a d'autres soucis à mon sens. Mais moi je pense que déjà, oui, Côte d'Ivoire-Nigeria, ça avait fuité. Donc on savait qu'il y avait un match amical. Mais pour ces jeunes-là, moi pratiquement, c'est sur les réseaux sociaux. Parce que je suis ami avec certains joueurs, que je les ai vus avec des photos à l'aéroport, et en conversation, ils m'ont dit on va dans un tel pays. C'est là que moi j'ai su qu'il y avait un tel match qui devait se jouer. Et puis quand on reçoit la liste, en fait c'est de... Comment je peux dire ça? C'est de bouche à oreille, quoi. Que, voilà, c'est parvenu. Oui, je suis sélectionné. Je veux dire, il n'y a pas eu d'information. Il n'y a pas eu d'information de façon correcte. Celui-là t'appelle. Ah, bon, j'ai été sélectionné. Bon. Au retour, on posera la question à Soler Dara, l'entraîneur. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, moi, j'ai vraiment pas eu véritablement d'informations. D'accord, très bien. Bon, allez, juste une petite information rapidement. Rediffusion du match Côte d'Ivoire-Japon juste après la grande team. Donc, si vous étiez au travail, pourquoi pas, si vous étiez dehors aujourd'hui, eh bien... Ils vont subir à nouveau la douleur de la défaite. Oh, arrêtez. Allez, Maître Fofana Inza, vous êtes également président de la Confédération africaine de petits poteaux, n'est-ce pas? Quelle est la situation à ce niveau en termes d'activité? D'abord, le petit poteau au niveau africain, on a le Niger, le Burkina, le Niger, le Burkina, le Sénégal, Togo? Non, pas le Togo, le Mali, la Côte d'Ivoire, et puis je ne sais pas si j'ai oublié un pays, mais je crois qu'il y a au total 6 pays. Pour l'instant, au niveau africain, la Tunisie se prépare parce que dans toutes ces localités, nous avons des représentants. On a nommé des commissaires chargés du développement du petit poteau qui travaillent. Ce n'est pas facile, mais ils travaillent. Au niveau, on devait avoir un championnat d'Afrique en août, en collaboration avec le ministère. Malheureusement, Covid-19 s'imposant à nous, on a dû reporter à août 2021. Voilà. Nous avons des représentants dans ces pays, mais on essaie d'accroître un peu ce que nous pouvons. Je crois que vous avez des assises aussi en dehors du continent africain, non? Tout à fait. On a une fédération existante même en France. D'accord. On a un représentant au Brésil. Nous avons, bon là c'est pas trop, nous avons quelqu'un qui nous représente pour l'instant au Canada, ouais. mais qui est en train de travailler. D'accord. Où en est la création de Petit Poteau International? Là, c'est il s'agit là de la création de la France et autres. C'est un peu difficile. Il faudrait que nous partions pas à pas pour éviter d'aller un peu dans ce qui n'est pas bien. C'est vrai que nous sommes les concepteurs de la chose, l'Ivoirien, mais on ne doit pas se jeter directement pour pouvoir franchir toutes les étapes de façon précipitée. Côte d'Ivoire, Afrique, peut-être d'ici 2 ans, nous irons à l'international. Il y a un comité qui existe, un bureau qui existe, que nous dirigeons, parce que nous avons conçu la chose. Et ce ne serait pas intéressant que la Côte d'Ivoire lâche, on conçoit, on travaille, si par la suite d'autres pays veulent diriger, on verra bien. D'accord. Maître Fofana, dernière question, enfin ce sera plutôt un message que vous pourriez adresser à tous ceux qui aiment le petit poteau. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant votre fédération aujourd'hui? Le petit poteau, l'espoir sportif de la Côte d'Ivoire, ça attire du monde. Tous ceux qui sont ici à cette table ont pratiqué le petit poteau jusqu'à un certain stade. Ce n'est pas un sport qui doit être laissé pour compte. Non, non, non. On doit s'intéresser à ça. C'est vrai, pour l'instant, le président s'occupe comme il peut. On fait ce qu'on peut. On le fait sur fonds propres, mais ça ne peut pas continuer. Il y a des gens qui veulent nous tendre la main, mais nous, on choisit pour ne pas que nous tombons dans des sponsors qui vont nous phagocyter inutilement. Le petit poteau, c'est un jeu d'espoir. Il y a du monde avec nous. Donc nous disons merci à tous ceux qui nous soutiennent, merci à tous ceux qui croient au petit poteau. Nous y croyons, raison pour laquelle on bosse fort. Et
ça ne coûte rien de se battre pour le petit poteau. Et je voudrais dire qu'on a nos légendes que nous allons célébrer. Je dis entre autres Franck Digbé, Pelé Guéré, Papa Gaucher, Momo de Church, Petit Monsieur, Zola Caché, Aka Léonce, Abou 14 et bien d'autres. Nous allons tous les célébrer. C'est pour dire que ce serait une réelle fête. Il y aurait un match de gala entre les anciens et les nouveaux. Les nouvelles gloires, les nouvelles légendes. Le petit poteau, ce n'est pas du jeu. Bien que ce soit un jeu, mais ce n'est pas du jeu. On ne blague pas là-bas. Une fierté ivoirienne, hein? Tout à fait. Produit ivoirien. Tout à fait. Très bien. Allez. Merci beaucoup, hein, Maître Fofana, président de la Fédération ivoirienne de Petit Poteau, d'être passé sur le plateau de la Grande Team. Vous revenez quand vous voulez, c'est la maison. Merci. Allez, dans un instant, Ballot va revenir. On va parler de la Ligue des Nations, hein, de la 4e journée. On va vous raconter, on va vous dire tout ce qui s'est passé. Et puis, on va parler de la Fédération ivoirienne de basketball avec ce tournoi test également. Et n'oubliez pas, hein, information importante, l'équipe de production de Pipolémique s'est rendue à Boaké pour enregistrer 3 émissions avec l'artiste Eskeli le 14 octobre à 10h25 et à 16h15. Eh bien, nous vous ferons entrer dans l'univers de Eskeli. Et puis les 15 et 16 octobre à 13h30, vous aurez les 2 numéros de PPLK avec Eskeli, rediffusion à 18h30 et 22h15. Allez, on revient juste après ceci.